Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, on attaque la partie brûlante de l'émission avec l'actualité du jour. On va parler évidemment budget avec cette volonté peut-être, je dis bien peut-être, du gouvernement de supprimer un jour férié pour ou financer l'effort économique pour atteindre les 40 milliards d'économies, ou bien tout simplement financer l'effort du redressement de l'armée française, parce que c'est quand même aussi la petite musique qu'on a en tête suite aux déclarations et à la chorégraphie orchestrée entre le chef d'état-major des armées, le ministre des armées lui-même et surtout les annonces du président de la République qui identifie plusieurs menaces et qui conjure la France absolument de booster un tout petit peu son armée. Et puis la question des piscines, vous êtes en train peut-être de vous faire le 3e café de la matinée, vous entendez les ploufs et les ploufs des enfants qui sautent dans la piscine, mais profitez-en parce que vous allez peut-être devoir la reboucher dans quelques instants. J'exagère, mais dans ce contexte de canicule, dans ce contexte de sécheresse, certaines villes commencent à limiter et à surencadrer un peu la construction des piscines. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que pour vous c'est choquant? Ou au contraire, avec ces contraintes climatiques, ces fortes chaleurs, ces problèmes de saison, eh bien c'est quelque chose de normal de l'envisager ainsi, surtout que la France est un des pays dans le monde qui compte le plus de piscines sur son territoire. On est premier, pas toujours dans tout ce qu'on veut, mais au moins on a beaucoup de piscines. C'est déjà ça, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis on fera un tour sur le côté du côté des réseaux sociaux. Vous le savez, vous nous suivez sur l'application Sud Radio et même sur nos réseaux sociaux, notamment sur X. Ça y est, la Commission européenne, nous dit Emmanuel Macron, a autorisé les États membres à imposer un âge pour utiliser les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, vous êtes parent, au contraire, vous êtes un ado, vous avez envie de nous passer un coup de fil en nous disant hors de question. Moi, je discute avec tous mes potes directement sur Instagram, sur Snap, sur Twitter. Vous avez le menu et vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour débattre de cette actualité brûlante autour de la table. Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Bonjour, je le salue avant qu'il crie à la censure. Refrain habituel dans cette émission. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous. Et Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez le sommaire et on va commencer quand même parce que c'est l'actualité dont tout le monde parle. Vous ne pouvez pas jeter un œil à la presse sans qu'il y ait la photo. Alors je ne sais pas si ça encourage à acheter, mais de François Bayrou et ce chiffre phare, 40 milliards d'économies. Il y a plusieurs pistes. On a l'année blanche, on a le gel du barème de l'impôt sur le revenu, on a peut-être la suppression de quelques agences. Bref, les idées fourmillent. On va devoir attendre 16 heures, mais en attendant, une petite idée fait son bout de chemin. Copier un peu le lundi de Pentecôte, faire une grande journée de solidarité pour faire quelques économies ici et là. Est-ce que l'idée vous séduit? Avant le tour de la table, 0826 300 300 et on vous pose la question, application et directement sur les réseaux sociaux Sud Radio. Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Alexandra Spinner. Alors, écoutez, on nous présente ça comme un plan très ambitieux. Pardon, mais je crois qu'on a déjà donné. Maintenant, expliquer aux Français qu'ils vont devoir travailler plus pour gagner moins, pour compenser, pour aider l'État à faire un régime nécessaire, je trouve que ça n'est pas acceptable. C'est tout simplement pas acceptable. Et puis aussi, il y a un autre sujet, mais qui est plus de l'ordre culturel, c'est quel jour férié on va supprimer. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça la question. Parce que est-ce qu'on va piocher dans le mois de mai, où c'est déjà un mois où les gens calculent les ponts? Il y a un vrai sujet, je crois qu'il y a un vrai sujet, parce qu'on ne travaille pas assez en France. Donc évidemment qu'il faut s'y atteler. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et de ne pas s'en occuper. Mais il y a aussi un sujet culturel, c'est quel jour férié on va décider de supprimer. Parce que les jours fériés, c'est aussi une façon d'être ensemble, de faire nation et d'être lié à quelque chose de commun. Et moi, j'ai toujours très peur, comme ça, des grandes sapes sur l'histoire de notre pays, au-delà du sujet économique. De trouver la date pour éventuellement ne pas blesser ou ne pas, on va dire, focaliser sur quelque chose qui ne respecterait pas. Oui, pourquoi s'attaquer à une date chrétienne, par exemple? Pourquoi et puis vraiment, on peut plus demander aux Français de faire des efforts. Je crois que ça suffit en réalité. Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, est-ce que cette idée vous est séduisante? Est-ce qu'elle vous choque? Est-ce qu'elle vous interpelle? Ou au contraire, il faut y aller parce qu'après tout, on l'a déjà fait avec le lundi de Pentecôte, c'était une journée de solidarité. Bon, allons-y. Alors pas du tout. Ça m'enchante pas du tout pour deux raisons. Déjà parce que c'est un aveu d'échec budgétaire, je suis désolé. Et en plus, il y a un petit côté de lâcheté. On apprend que j'ai la flemme de chercher des économies, donc je vais demander aux Français
toujours les mêmes, qui vont trinquer, qui vont travailler plus pour gagner autant. Et vous faites bien de le dire comme ça, parce qu'il y a actuellement une réunion, nous apprend-on, entre Emmanuel Macron et François Bayrou avant la prise de parole. Donc peut-être qu'ils sont en train d'écouter à 11h, peut-être en train d'écouter les Sud Radio et de dire c'est un désastre budgétaire. Bon, ben on va revoir la copie. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un aveu d'échec premièrement, et deuxièmement, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut qu'on regarde une catégorie de personnes qui a été longtemps oubliée pendant les années Macron. Et donc, il y a eu plein de propositions là-dessus. La taxe Zuckman en est une. En l'occurrence, ça permet quand même d'aller chercher 20 milliards en s'attaquant uniquement à les foyers qui dépassent les 100 millions de patrimoine, et on taxerait à 2%, une taxe plancher à 2%. Bon, voilà, c'est pas d'une violence inouïe. En l'occurrence, on fait faire des efforts à quelques-uns pour l'ensemble des Françaises et des Français. Là, en l'occurrence, on demande aux Françaises et aux Français de faire les efforts comme d'habitude. C'est la question du ruissellement. Le ruissellement, pour l'instant, il va vers le haut pour les ultra riches, et on attend que le ruissellement s'inverse et que ça soit justement les Français les plus modestes qui goûtent enfin ce fameux ruissellement. On a quand même des agences d'État qui coûtent plus de 100 milliards d'euros par an. On pourrait peut-être aussi s'attaquer à cela. Mathias Lebos est dubitatif. Il vous regarde avec sa voix grave en disant je suis pas sûr. Non, mais moi sur la réforme sur la suppression des jours fériés, je pense que c'est une usine à gaz, et on l'a vu notamment sur le lundi de Pentecôte. Il y a plein d'entreprises où on ne sait pas si on travaille ou on travaille pas. 3,5 milliards chaque année. Ouais, c'est ce qui se dit, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien. Et moi, je suis pour une réforme des jours fériés, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, tous les supprimer. Non, pas tous les supprimer. Non, mais il faudrait, notamment parce qu'il y a une chose. Alors c'est pas le débat ici, mais il y a un certain nombre de jours fériés qui sont à caractère religieux et qui sont à caractère religieux catholique. Et je trouve qu'on devrait faire un crédit en nombre de jours fériés sur des jours fériés religieux que les musulmans, les juifs ou peu importe pourraient prendre quand bon leur semble. Donc déjà, est-ce que c'est pas ça l'usine à gaz? Parce que pardon, là, si on commence à faire ça, si chacun doit prendre les jours fériés, ça fonctionne. Oui, mais ça fonctionne sur les RTT. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Moi, je trouve que les jours fériés, pour le coup, il y a beaucoup de jours fériés à caractère confessionnel et qui sont relativement inégalitaires. Mais enfin bon, ça c'est un autre. Après, supprimer les jours fériés, je vois pas l'intérêt vraiment en termes d'économie. Je crois qu'il y a d'autres sources beaucoup plus fortes, et notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a 211 milliards d'euros qui sont alloués. On recevait le rapporteur de ce rapport sénatorial, c'est 211 milliards de l'État vers les entreprises. Vers les entreprises. Si on veut faire des économies, si on veut chercher de l'argent, peut-être regarder sur ça. Andrea Cotta, porte-parole du RN, justement sur cette potentielle suppression des jours fériés. C'est toujours la même chose avec le gouvernement, d'ailleurs, pas que celui-là, mais ceux d'avant. Il y a plus d'argent dans les caisses, donc on va sanctionner les Français. On va geler les allocations familiales, on va désindexer les retraites, on va supprimer des jours fériés. Bon, d'accord, très bien. Mais on ne fait pas de la politique. Supprimer des jours fériés, tout geler, l'année blanche, c'est pas faire de la politique, c'est pas des choix. Vous l'avez rappelé, en 2003, ils ont fait la journée solidarité. Ça rapporte 3 milliards d'euros. C'était fait pour 3,5 pour avoir de l'argent et pour pouvoir faire face notamment aux canicules. On a bien vu ce que ça donnait. Depuis 2003, 3,5 milliards, 3 milliards au départ, c'est près de 60 milliards d'euros qui sont dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on gère mieux la canicule? Certainement pas. Donc si vous voulez, les choix politiques qu'il faut faire, c'est le tabou, alors ça va pas vous surprendre sur l'immigration, mais aussi le tabou sur l'augmentation de 8 milliards d'euros qui passe de l'argent de la poche des Français vers la Commission européenne. On est le seul pays à augmenter notre contribution à l'Union européenne, taxer les rachats d'actions, augmenter d'un point la taxe sur les transactions financières, bref, faire de la politique, faire des choix et laisser tranquilles les Français qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Alors moi, j'écoute avec beaucoup d'intention tout ce que vous dites, mais dans ce cas-là, on va jamais se redresser ce pays, parce que en réalité, bon, les retraités ont le niveau de vie le plus confortable de toute l'Union européenne. On bosse pas suffisamment, notre productivité est pas assez élevée. On parle de supprimer un jour férié. J'ai l'impression qu'on nous parle de retourner à la mine. Je veux dire, on va jamais s'en sortir de ce pays. J'entends beaucoup parler de retraités qui vivent comme des rois. Moi, je sais pas, j'en vois aussi beaucoup qui vivent péniblement et qui arrivent à peine à survivre. Donc
qu'il faut peut-être aussi arrêter avec ce mythe du retraité qui vit dans l'opulence au bord de sa piscine avec son cocktail à la main. Il n'existe pas beaucoup quand même. En réalité, c'est juste que quand on voit le niveau de vie, je veux dire, c'est le seul pays dans l'Union européenne, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Mais c'est ça le problème. Oui, le problème, il est là. Donc en fait, personne doit faire d'efforts. Moi, je me souviens, on n'a pas eu de grands débats comme on en a actuellement sur les retraites quand on devait supprimer 5 € d'appel au début du quinquennat Macron. Ah là, les jeunes, bon alors bien sûr, il y a quelques personnes de gauche qui ont dit que c'était pas bien, mais alors là, l'idée que la jeunesse devait trinquer comme pendant le Covid, ça n'a échappé à personne. Donc je vous dis, est-ce que si déjà on a du mal à supprimer un jour férié, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, Mathias Deleveuf? J'ai pas l'impression. Moi, je pense qu'il y a, encore une fois, il y a des. Quand on nous dit qu'il y a plus d'argent, c'est à la fois vrai et faux, et je pense que l'argent est très mal distribué et très mal ventilé. Et bon, voilà, l'exemple princeps pour moi, c'est ce chiffre de 211 milliards d'euros qui est alloué par l'État aux entreprises, et notamment à 42% sur des grandes entreprises. C'est incroyable. Ça fait des entreprises le premier budget de l'État. Et il y a probablement des économies à faire. Alors il y a des niches fiscales. Quand on donne 250 millions à Bernard Arnault, à LVMH, et qu'il en rapporte 6 milliards à l'État, je pense que c'est plutôt un gagnant-gagnant. Si l'État gérait bien aussi sûr, bien mais le pognon, ce serait formidable. C'est pas encore une fois, c'est pas à l'État de financer de mettre les entreprises sous tutelle et de perfuser les entreprises. Bien évidemment qu'il faut aider les entreprises qui sont en difficulté. Je dis pas qu'il faut pas aider les entreprises, mais quand on voit que sur ces 211 milliards, juste une chose, le déficit de la France, c'est 139 milliards d'euros. 139 milliards d'euros, déficit annuel de la France, en tout cas, on donne 211 milliards aux entreprises. On nous dit il n'y a plus d'argent. Le déficit des caisses de retraite, c'est 6 milliards d'euros. Ah ben vous voyez, les retraites, on y revient. Ah mais justement, 6 milliards d'euros avec un prévisionnel en 2035 de 15 milliards d'euros. Et on nous dit il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir travailler plus longtemps. Mais le débat est posé en ces termes, et vous connaissez le bon numéro pour venir participer à cette conversation. Justement, aller dans le sens des uns, des autres. Faut-il aller jusqu'à la suppression d'un jour férié pour participer au redressement du navire France? 0826 300 300, réseaux sociaux, application Sud Radio. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Nous sommes toujours en compagnie de Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, Andrea Cotarac, porte-parole du RN, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, ainsi qu'Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et ce débat qui commence évidemment à provoquer quelques remous, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Êtes-vous prêt et prête à sacrifier un jour férié, par exemple? Non, évidemment, à plus de 90% sur les réseaux sociaux Sud Radio. Jess qui nous dit que les ministres et députés commencent déjà à sacrifier 50% de leurs revenus, qu'ils soient payés par exemple au salaire médian, et que vienne la suppression du cumul de leur retraite. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand les politiques donneront l'exemple, on pourra commencer à discuter. Non, évidemment, nous dit Simone, d'autant plus que ce sera forcément le jour d'une fête religieuse, et c'est important que ces dates-là soient préservées. C'est ce que vous disiez, notamment Alexandra et Mathias. Et puis Biotech qui nous dit par exemple, mais hors de question, l'État doit commencer, lui, par faire des économies. Supprimer un jour férié va forcément, au bout d'un moment, diminuer aussi la consommation, et à force que les gens travaillent pour gratis, ça va commencer à se voir. C'est vrai quand même qu'autour de la table, il y a cette sensation de frustration, Mathias. Il y a surtout l'idée que c'est le degré zéro de la décision politique, c'est-à-dire qu'on c'est symptomatique d'une chose, c'est qu'il n'a aucune idée et il n'y a aucune proposition réelle, donc il ne sait pas quoi faire. Il a voulu supprimer la vente des couteaux de cuisine quand il y a eu un problème, maintenant il va supprimer les jours fériés. C'est le grand suppresseur, François Bayrou. Donc moi, je suis stupéfait de voir que il n'y a pas d'idée et de comment dire d'innovation politique plus importante que ça, et que voilà, on a des réponses à minima. Il sait que de toute façon, c'est une décision qu'il peut prendre facilement, et que ça fera peut-être un peu grincer, mais c'est vraiment le degré zéro de la politique pour moi. Rémi Cardon. Oui, puis s'ajoute à ça, aujourd'hui les Français, enfin en tout cas la France qui travaille et qui se lève tous les matins, qui bosse, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème en France, puisque vous voyez le SMIC qui est à 138 € du seuil de pauvreté, donc faut quand même qu'on s'interroge quand même les uns les autres. Taux de pauvreté qui a explosé en France, comme disait un rapport de l'INSEE la semaine dernière. Et donc tout ça, ce sont des indicateurs où c'est plutôt une sonnette d'alarme.
premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on peut avoir un débat en France sur comment se fait-il qu'on taxe plus le travail que le capital. C'est un vrai sujet. Moi, si on parle de valeur travail, la sueur de son front quand on travaille, c'est bien évidemment la question des travailleurs qui bossent leurs heures et alors que d'autres, pendant ce temps-là, ont plutôt une espèce de spéculation avec les actionnaires. Donc moi, la question, il serait temps quand même qu'en France, qu'on oriente le débat pour favoriser le travail et moins le capital. Donc avec cette logique-là, on finit par un moment par taxer un peu plus les retraités, mon cher Rémi, parce que dans ce cas-là, si on met en valeur le travail, il était normal que ceux qui bossent... Pourquoi vous divisez les Français en faisant... Non, je ne divise pas. Non, mais on est dans un moment... Maxime, il a un problème avec les retraités. C'est les retraités. J'ai habité au Stade de l'Olonne, j'ai eu un petit traumatisme, nous en parlerons dans une autre émission sans doute. Non, mais moi j'adore un pays où tout le monde dit c'est vrai que la France va mal. Je crois que c'est 80% des Français estiment que la France est en déclin. Et dès qu'on met des solutions sur la table, on ne parle pas de tous les retraités, comme le disait Alexandra, il y a beaucoup de retraités pauvres. Que ces retraités-là alors déjà que des retraités est une retraite qui n'avoisine même pas les 1 000 euros, évidemment que c'est un scandale, évidemment qu'il faut les revaloriser, mais ceux qui ont une retraite confortable, elle est évidemment totalement méritée. En revanche, on ne peut pas se contenter d'un pays où il y ait des personnes à la retraite qui vivent moins bien. C'est pas une question d'opposer les Français, c'est que j'entends les taxis manifestent. Ah non, pas d'effort. Pas d'effort, les taxis manifestent. Alors on va taxer les plus riches. Ah non, surtout pas. Alors si, au contraire, vous aussi vous opposez les Français dans ce cas-là. Vous dites qu'il faut aller taxer les plus riches. Je dis juste que ce sont les Français qui ont été oubliés, les ultra riches dans les dernières années Macron. Ils sont tout le temps là. On pense quelque chose. Une taxe sur les ultra riches. Une taxe sur les entreprises. Andrea Cotarac, c'est vrai. C'est pas une question d'opposition à les Français, c'est que vous ne voulez pas que certains fassent des efforts. Ça dépend Ça dépend de quel Français. Moi, pourquoi j'y suis opposé ? Parce que supprimer un jour férié, c'est aux antipodes du Rassemblement national. Ça s'attaque à la fois à l'identité, à la signification d'une date qui est fériée, et à la fois aux travailleurs. Le RN, je considère, défend à la fois l'identité et la justice sociale. Par ailleurs, on dit, mais est-ce que les Français peuvent faire des efforts ? Mais quels Français ? Est-ce qu'on peut demander à la Commission européenne de faire des efforts ? Ils vont avoir 10 milliards jusqu'en 2027 de la part des Français. Est-ce qu'on peut demander à la finance de faire des efforts ? On pourrait augmenter, ce qu'on propose, de moins d'1 point la taxe sur les transactions financières. Est-ce qu'on peut demander à Bercy de faire des efforts pour aller chercher l'argent des fraudeurs ? Est-ce qu'on peut demander au Conseil économique et social ? Avait dit, rappelez-vous la promesse, tous les ministères vont devoir faire un effort sur le budget. Oui, mais on attend, il a aussi dit qu'il ferait la proportionnelle, il a aussi dit il y a 8 ans qu'il ferait la Banque pour la démocratie, je suis d'accord avec lui. Maintenant qu'il le fasse et qu'on arrête d'aller sanctionner les travailleurs, les actifs, les employés, les salariés, les petits patrons. Stop. Le mot de la fin pour Alexandra Spinner sur ce sujet. Le problème, c'est que si on supprime un jour férié, est-ce qu'on va mettre des gens qui ne travaillent pas au travail ? Non, on va prendre un jour férié à des gens qui travaillent déjà, à ceux qui payent déjà. Au fond, c'est un impôt, un nouvel impôt, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est ce que vous disiez au début, comme ça la boucle est bouclée, c'est une sensation de travailler plus pour gagner moins, et je ne suis pas sûr que dans la période, ça encourage en effet beaucoup de Français. Pas très porteur, autre sujet, peut-être qu'après un débat comme ça agité, on aurait envie, par exemple, regardez, de nous imaginer en maillot de bain et de faire une bombe dans une fantastique piscine qu'on aurait. Bien sûr, mais on va dire comme tout le monde n'est pas en train de regarder la radio, mais de l'écouter, ne leur donnons pas trop de projection comme ça. Et on aurait besoin comme ça d'aller faire une petite brasse dans une piscine parce que l'un de vous a une formidable petite maison dans le sud. Ça c'est fini. Ça c'est fini parce que dans ce cadre-là de sécheresse, de canicule, de plus en plus ont du mal avec les réserves d'eau, s'inquiètent, et donc certaines municipalités, certaines communautés ont décidé de tout d'un coup d'en limiter la taille ou de les encadrer. Est-ce que autour de la table ça vous interpelle ou est-ce qu'au contraire vous trouvez ça totalement normal, sachant qu'il y a, ça c'est qu'en France, il y a une fédération des professionnels de la piscine et du spa, oui messieurs dames, qui calcule qu'on a quand même 3,6 millions de piscines en France, ce qui n'est pas rien, et qu'elles ont été multipliées par 5 entre 1999 et 2004. Je me tourne vers le sénateur PS de la Somme. Est-ce que pour vous, dont le parti est sensible à tout ce qui est l'écologie, le climat, est-ce que c'est une solution qui a votre oreille ? Disons que c'est des choses qu'il faut gérer d'ailleurs à l'échelon d'un département avec moi j'ai déjà vécu des comités préfectoraux sur la question de la sécheresse où il faut faire des choix. Mais est-ce que ça va par le fait de réduire la taille des piscines, par exemple ? J'ai pas fini mon raisonnement. Non, mais comme il y a la question, oui, non, et après le raisonnement, c'est comme moi je suis pour limiter quand il y a des circonstances aggravantes. Voilà, c'est tout.
faut être clair. Au bout d'un moment, on peut pas faire semblant d'être attention, il y a un réchauffement climatique, il y a des périodes de sécheresse, et puis on n'aura pas assez pour arroser justement nos surfaces agricoles, et donc on va demander toujours aux mêmes de faire des efforts. Du coup, on va rationner les Françaises et les Français, et on va leur distribuer des bouteilles d'eau, ils seront limités. Enfin, on va aller où jusqu'où dans ce délire? Donc la piscine, le sujet de la piscine, c'est un sujet quand même majeur. Il y a une répartition en France. Vous avez certains qui ont effectivement des piscines. Alors c'est réglementé déjà, puisque vous avez les piscines avec des permis de construire quand elles sont creusées. Donc tout ça c'est réglementé par la mairie qui peut avoir connaissance d'une telle piscine. Après il y a d'autres formats de piscine qui sont moins réglementés. En tout cas voilà, il faut c'est quelque encadrer. chose qu'on doit étudier. Alexandra Spinner, je vous vois être très attentif aux propos. Oui, je suis très attentive aux propos. Alors nous aussi chez les Républicains on est sensible à l'écologie, mais pas à l'écologie punitive. Et je crois c'est de l'écologie, je crois qu'il y en a assez de vouloir toujours tout interdire. Non, mais c'est un confort, oui, c'est un confort, mais pas forcément pour les plus riches. On peut pas toujours. Alors déjà, on est en train d'observer la taille de vos appartements. Bon, alors selon une étude de l'INSEE, mais enfin, on est quand même dans cet esprit de toujours tout contrôler. On peut pas régler le problème de l'eau. Est-ce que l'eau c'est un bien commun? Bien sûr. Bon bah voilà. Bien sûr, c'est un bien commun. On arrive déjà. Bien sûr, donc pourquoi on privatise Mais vous savez, cette politique du rationnement, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas, parce qu'elle échoue à tout, sauf à mettre des branches économiques par terre. C'est quand même notre spécialité. Vous parliez d'une fédération, mais cette fédération, elle représente quoi? Des gens qui travaillent, de l'argent qui rentre dans les caisses. Donc c'est toujours la même histoire. Alors oui, localement, comme vous l'expliquiez à l'instant, pourquoi pas sur un temps ponctuel. Bien sûr. Oui, ok. Mais tout de suite, de se dire, alors qu'il y a une grande histoire d'amour entre les Français et les piscines, se dire qu'on va supprimer les piscines privées, mais c'est un délire total. Je pense que c'est un débat qui va enflammer le studio et nous avons besoin d'un juge de paix. Et comme d'habitude, les juges de paix, c'est vous, auditeurs 0826 300 300. Je vois le camarade Alain qui est avec nous. On va le prendre dans quelques instants. Et vous restez sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on est sur ce débat brûlant à l'heure où la canicule commence à s'installer véritablement en France. Il y a peut-être des petits vénards qui nous écoutent et qui sont en train de se préparer à faire quelques mouvements de crawl dans leur piscine installée, payée durement. Ben c'est fini, parce que de plus en plus de communes décident, et c'est notre débat en ce moment, d'encadrer les tailles, parce qu'en effet, on le disait, il y a des impératifs de sécheresse. Avant d'aller voir l'ami Alain qui nous a appelé au 0826 300 300. On finit le tour de table quand même. Mathias Leboeuf, comment vous observez cette nécessité, comme ce que disait Rémi, quand parfois il y a des problèmes, c'est un peu comme sur les jours fériés, il faut faire des efforts, peut-être ciblés, mais en tout cas il faut encadrer les limites des piscines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai une pensée pour le grand philosophe qui était Jean-Yann. Jean-Yann disait tout le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre la poubelle. Et cette histoire de piscine, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, il faut, si on est en rupture d'eau et qu'il y a un vrai problème de sécheresse, effectivement, je pense qu'il faut avoir le dispositif qui permet de réguler et en tout cas de pas réalimenter les piscines en permanence. Après, je suis un peu comme Alexandra, je pense que l'écologie ne progressera que quand elle arrêtera d'être punitive. Donc être en permanence dans l'interdiction, c'est un peu un syndrome français. Limiter. Alors voilà, c'est ça. Limiter, réguler, oui. Dans des circonstances exceptionnelles, bien sûr, mais ça existe déjà, parce que je crois déjà même les arrosages de jardin sont limités à certaines périodes. Donc après, dire on va interdire, on va faire un espèce de comment dire, de quantum au numerus clausus des piscines, ça paraît aberrant, quoi. Faisons confiance à nos maires, qui peuvent ponctuellement prendre des arrêtés et qui savent localement ce qu'on doit faire. Mais au-delà des maires, je pense que c'est une politique nationale qu'il faut avoir, de gestion de l'eau. Sur les piscines. Ah oui, non, sur les piscines. On veut interdire tout de suite aux gens qui ont des piscines limitées, etc. On a dans notre pays des millions de mètres cubes d'eau potable qui fuient des réseaux.
Personne ne dit rien. On a dans le département français, comme Mayotte, un manque d'eau potable. On a en Martinique et en Guyane de véritables problèmes de distribution. Donc plutôt que de commencer à vouloir interdire, à lancer des drones de l'administration fiscale pour aller taxer des gens qui n'ont pas déclaré leur piscine, etc., l'État devrait d'abord permettre à des Français de Mayotte, de la Martinique, de Guyane, de pouvoir avoir accès à l'eau potable. Je pense que c'est ça la priorité. Et ça fait des décennies qu'on en parle. C'est jamais fait, c'est jamais réalisé. Le compte de Monte Cristo sur les réseaux sociaux qui nous dit, je vais vous répondre par une autre question, est-ce qu'on doit foutre la paix aux Français? Oui. Voilà. Exactement, il a raison. Ça c'est sûr. On peut aussi penser à mettre en place des bassines au lieu de les saccager, par exemple. Par exemple. Comme ça. Chose promise, chose due. Bonjour cher Alain. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être à l'écoute de Sud Radio. J'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression que ça vous fout en rogne cette histoire de limitation de piscine, mon cher Alain, je me trompe? Moi je suis un écologiste, mais pas l'écologie politique, pas un décroissant comme sont les Rousseau et les grands-mères des grandes villes qui se battent contre le productivisme, mais en aucun cas pour l'environnement. L'écologie a été récupérée par des gens qui aujourd'hui font de l'écologie sociale et compagnie, ça n'a plus rien à voir avec l'environnement. Moi je m'occupe d'environnement. Les piscines, bien sûr, il y a un problème, mais il faut pas croire qu'il y a plus d'eau, parce que au contraire, plus il fera chaud, plus il y aura de l'eau. Seulement l'eau, elle tombe en quantité astronomique, on n'a pas les structures pour la récupérer, on n'a rien prévu comme d'habitude, donc elle va direct à la mer. Puis après, il y a des longues périodes où il n'y a plus d'eau, puis elle retombe en grande quantité, donc il y a de l'eau. Simplement l'eau, on la récupère pas. Les piscines, de toute façon, si on va vers des vagues de chaleur, il va falloir quand même, c'est un très bon produit pour que les enfants puissent se rafraîchir. L'environnement, avant toute chose, c'est quand même œuvrer pour la qualité de vie des gens à partir des contraintes que crée la vie moderne, donc les pesticides, etc., mais aussi maintenant le dérèglement climatique, qui emmène entre autres des vagues de chaleur. Mais les vagues de chaleur ne sont pas que le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est trop chaud, trop froid, trop d'eau, pas assez d'eau, etc. Et il faudrait quand même que nos chers élus travaillent à comment récupérer l'eau sans. Donc en fait, c'est ça que vous dites, Alain. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous dites, en réalité, foutez la paix aux gens avec leur piscine, et au contraire, mobilisez-vous. Peut-être, c'est ce que disait Alexandra, pour ne faire en sorte qu'on ne saccage pas les méga bassines quand elles sont installées, qu'on commence à penser des structures un peu intelligentes, un peu modernes, un peu ingénieuses pour récupérer l'eau de pluie, et qu'on mette ces systèmes-là en place plutôt que de pénaliser les piscines, c'est ça? Oui, enfin les méga-bassines, il y en a qui ne posent pas de problème, puis il y en a qui posent de très gros problèmes. Comment l'eau est récupérée? Si elle est pompée directement dans les nappes phréatiques pour s'évaporer, ça n'a strictement rien. C'est de l'eau de ruissellement. En plus, chaque cas est une spécification. On veut généraliser, comme d'habitude en France, 1000 cas différents. Il faut faire au cas par cas. Il serait temps peut-être que nos chers constructeurs de piscines qui ont fait des fortunes, des joyaux pour ne pas le citer, commencent à réfléchir comment protéger les piscines pour que l'eau s'évapore moins. Peut-être qu'il va falloir commencer à penser à construire des piscines, elles ne seront pas en plein soleil, elles seront peut-être à l'ombre. Ça n'empêchera pas les gens d'être en plein soleil pour faire bronzette, mais l'eau elle-même peut être construite à l'ombre, par exemple. On peut mettre structure au-dessus. Enfin, il y a simplement planter des arbres elles peuvent être construites en fonction de la direction du soleil, nord-sud, est-ouest. On plante des arbres, ça fait que toute la journée la piscine sera à l'ombre. Il y a 1000 choses, mais nos chers décroissants, ça ils s'en foutent complètement. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est la réalité. Les décroissants qui se disent écologistes lutte contre le productivisme. L'environnement ne les intéresse pas. Merci beaucoup. Ils n'y connaissent rien. Mais merci beaucoup Alain d'avoir basé votre Google et d'avoir parlé vrai sur Sud Radio. Vous pouvez nous écouter d'ailleurs du côté de Lyon au 105.8. Merci beaucoup. Et j'accueille au standard une auditrice qui était tranquillement dans sa piscine quand elle a bondi. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors j'ai l'impression que ce débat, vous avez sortir de votre piscine, Marlène. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur. C'est vrai qu'il y a certainement à trouver des solutions pour garder l'eau qui tombe, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui tombent. Et puis pas forcément dans les bassines d'ailleurs. Je pense qu'il y a aussi d'autres systèmes. Pour revenir aux piscines. Parce que vous êtes propriétaire d'une piscine, Marlène, c'est ça? Voilà. Et moi je suis en Aquitaine. Je suis originaire d'Aquitaine. Et ça fait une trentaine d'années avec ma sœur, on a construit une piscine entre nos deux maisons. Elle fait 10 mètres sur 5, elle est très très bien. Et quelquefois on est une vingtaine dedans, donc quand même c'est bien. Ah oui, c'est une piscine olympique là, Marlène. On ne la vide pas.
on complète. Alors l'évaporation, moi je trouve pas qu'on en rajoute énormément. Alors, on a un puits, on a l'eau, on a une nappe d'eau à 4 mètres. Donc quand on veut remettre à niveau pour les filtres, c'est quand même bien. On la vide pas l'hiver. Hein. L'hiver, moi je mets du chlore, je la fais tourner. En fait, vous l'entretenez, c'est ce que vous nous dites, Marlène. Il n'y a pas besoin de faire la guerre à la piscine à partir du moment où on en prend soin. Alors, par contre, on devrait quand même dire à ceux qui les vident tous les ans, parce que ça, j'ai des amis qui sont dans le Midi et ils laissent pourrir leur piscine l'hiver. Oui. Et après ils vident l'eau, ils en mettent de la propre. Ça non. Ça, on devrait dire aux gens, écoutez, vous ne videz plus les piscines complètement. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais de supprimer les piscines, là, je suis pas d'accord du tout. Parce que les gens, s'ils peuvent pas se tremper dans l'eau, eh bien, ils vont prendre des douches. Hein. Alors je sais bien qu'une douche, ça prend pas beaucoup d'eau, mais 10 douches dans la journée aussi, si vous êtes... Donc en fait, apprenons Marlène, aux gens à entretenir peut-être la piscine, à avoir quelques premiers gestes pour l'entretenir et pour en prendre soin, plutôt que ceux qui la vident 3 fois dans l'année pour en avoir une impeccable durant l'été. Voilà, et oui, l'entretien, et on arrive à bien les entretenir, parce que nous aussi, on a eu des soucis, et là, on a plus de soucis du tout. Il y a des conseillers qui sont très très bien dans les piscinistes et les commerces qui vendent les produits, et qui sont capables de donner des conseils. Voilà. Et dites-moi, Marlène, dans quel coin vous êtes précisément ? Au sud de la Dordogne. Mais au sud de la Dordogne, écoutez, moi j'ai un train qui part de Paris vers 13h. Vous m'avez vanté une grande piscine sur les coups de 16h si vous voulez. Je ramène le goûter, Marlène. Il n'y a pas le train chez nous. Ah bah d'accord, bon, écoutez, je vais me débrouiller pour arriver en parachute. Je vais voir ça avec Air France, me trouver quelque chose. Merci beaucoup, Marlène, d'être à l'écoute de Sud Radio durant l'été et profiter de votre piscine bien méritée, ma chère Marlène. Merci beaucoup. Au revoir, 0826 300 300, vous êtes comme Marlène et vous voulez participer à la conversation, mettre un peu d'animation dans ce studio. Vous êtes la bienvenue. C'est vrai que les cris du cœur des uns et des autres quand même mettent le doigt sur un sujet qui est, écoutez, la piscine, on n'a pas volé. De 2, quand on s'y connaît un peu, il y a quand même moyen, sans gaspiller des hectolitres peut-être de flotte et vider toutes les nappes phréatiques, d'être un peu raisonnable. Et c'est peut-être ça qu'on a envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui prennent parfois ces décisions ou qui ont ces idées bizarres, un peu de raison, un peu raison gardée. Dans quelques instants, l'âge des réseaux sociaux, parce que on a eu plusieurs propositions. Faut-il les interdire à ceux de 15 ans? Faut-il s'inspirer de la Chine? Je vous rappelle que c'était notamment la proposition de Gabriel Attal de s'inspirer du modèle chinois. Ne riez pas, c'est arrivé. Eh bien, figurez-vous que la Commission européenne a autorisé les États membres à instaurer une limite d'âge dans les pays pour avoir accès aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit aller ou au contraire, dehors l'URSS? Ce n'est certainement pas à l'État de s'occuper des réseaux sociaux. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez le numéro pour participer, 0826 300 300. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Dernière ligne droite pour nos débats de l'été avec ce thème qui vous concerne forcément. Vous êtes peut-être en vacances avec des ados qui traînent sur leur téléphone, sur Instagram, sur Twitter, actuellement X, ou sur d'autres réseaux sociaux dont nous n'avons pas le secret, avec des formes étranges, des couleurs bizarres, où ça s'envoie des photos, des vidéos, des musiques. Bref, figurez-vous que la Commission européenne a autorisé ses États membres, dont nous, la France, à instaurer une limite d'âge. Est-ce que pour vous c'est quelque chose vers lequel on doit aller ou surtout pas? Ça passe avant tout par l'éducation des parents. C'est quand même ce qu'on nous dit. Je vous pose la question sur les réseaux sociaux et l'application Sud Radio à propos de ça, de cet argument. Est-ce que c'est à l'État de le faire? Étrangement, c'est plutôt partagé. Ce n'est pas une habitude chez les auditeurs de Sud Radio, mais faut-il un âge limite pour y avoir accès? Oui, 53%, non 47%. Donc je crois qu'autour de la table, ils ont besoin de vos arguments pour se faire une idée. Rémi Cardon, sénateur PS, comment vous envisagez, comment vous regardez ce débat? Déjà avec beaucoup d'attention parce que en réalité c'est plus qu'important et moi c'est la raison pour laquelle je travaille sur une proposition de loi qui vise à instaurer une certification obligatoire à l'usage des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans justement parce que je pense que l'éducation nationale doit jouer aussi son rôle. 15 ans, âge limite. Ça serait effectivement, mais en fait, le travail, il faut le faire en amont, c'est-à-dire avant 15 ans. Parce que une fois qu'ils ont 15 ans, l'idée c'est quand même qu'ils aient un tout petit peu de culture et d'esprit critique sur la désinformation, sur le cyberharcèlement, sur en tout cas qu'ils aient conscience de ce que les réseaux sociaux peuvent leur apporter. C'est ambitieux, hein. Créer des menaces. C'est très simple à faire. Ça existe déjà sur le numérique dans l'éducation nationale. Il y a des certifications qui existent. On pourrait travailler sur les réseaux sociaux.
Je pense que dans un premier temps, ça serait effectivement un travail en 5e notamment, par exemple, ça pourrait être au collège. De la sensibilisation. La sensibilisation, du débat en classe, et après derrière une certification, parce que je pense que c'est essentiel. Alors, on résout pas le problème, parce que dans votre problématique aujourd'hui, c'est l'aspect technique. Comment on empêche des moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Et ça, désolé, hein, les plateformes vont se jeter la balle sur les opérateurs vont se jeter la balle sur les plateformes, et ainsi de suite. Oui, c'est infini. Le gouvernement va se retrouver à regarder les balles partir dans tous les sens. Mais je pense qu'il faut travailler, par contre, l'État doit prendre ses responsabilités avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement apporter une certification obligatoire pour que ces jeunes arrivent à l'âge de 15 ans avec des notions, une compréhension et surtout les menaces et les opportunités des réseaux sociaux. Mais vous mettez au cœur de la discussion peut-être ce qui intéresse le plus et peut-être ce qui gêne le plus ceux qui nous écoutent, à savoir la présence de l'État dans ça. Je lis notamment réseaux sociaux, application Sud Radio, Gabriel Maisonneuve qui nous dit « Oui, certainement qu'on doit instaurer un âge limite, mais ça doit avant tout se jouer dans le milieu familial. » Dac nous dit « Mais peut-être qu'on doit instaurer un âge limite, mais c'est aux parents de gérer. » Oui, parce que ça c'est des comment dire, des pétition de principe, mais quand on est face à la démission parentale et qu'il y a des tas d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, forcément, à un moment donné, l'État, le pouvoir public est obligé de réguler et de mettre son nez dans l'affaire pour arriver à ne pas produire justement des monstres qui sont complètement phagocytés par les réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'est pas le rôle régalien de l'État de gérer les réseaux sociaux, mais de fait, pragmatiquement, l'État doit quand même mettre son nez là-dedans et tenter de réguler. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que là, c'est pareil. On est entre laisser faire ou interdire. Et on a l'impression que entre laisser faire. Non, mais justement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Laisser faire, bah non, on peut pas laisser faire parce qu'il y a une vraie dangerosité, dur à dire, des réseaux sociaux. Interdire, ça me paraît à la fois complètement inefficace et puis contre-productif. Donc effectivement, il faut chercher à réguler. Il y a les certifications, il y a aussi un contrôle des publications et notamment des plus jeunes. Et puis une suspension provisoire quand il y a des publications qui sont pas correctes ou qui sont pas adéquates. Et voilà. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour pacifier l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être formidable quand on les utilise bien. Donc voilà, interdire, c'est toujours la solution à minima. On croit qu'on va interdire, mais en fait, c'est contre-productif. De toute façon, on peut chercher à interdire. Il y aura toujours des contournements ça me paraît complètement... sur ce sujet des réseaux sociaux. Moi, je suis assez toujours prudent à l'idée d'interdire ou de réguler, puisque je considère plutôt que la liberté c'est le principe et que restreindre c'est l'exception. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux, quand on dit mais c'est aux parents de gérer, etc., ça c'est pour les moins de 15 ans. Mais je veux dire, les réseaux sociaux vont prendre une ampleur et ça va être un enjeu majeur. Parce que je crois que les réseaux sociaux vont remplacer la télévision, qui finira dans un musée d'ici quelques décennies. Vous voyez déjà aujourd'hui que des milliardaires achètent des comptes d'informations sur les réseaux sociaux, Cerfia, Blast, machin, etc. Donc vous voyez l'ampleur que ça va prendre. Ça a une ampleur aussi parce qu'il y a énormément de data. Qu'est-ce que vous achetez ? Où est-ce que vous informez ? Qu'est-ce que vous dites, etc. C'est des données extraordinaires qu'aucun service de renseignement ne dispose. Et dernier point sur les enfants, moi, c'est comment protéger nos enfants. Parce que si sur les réseaux sociaux, on laisse passer des contenus pornographiques, dangereux, terroristes, etc., bah non, c'est pas aux parents d'aller gérer, c'est à l'État de supprimer cette hypothèse qui vise à justement polluer le cerveau de nos enfants. Donc moi, je suis partisan pour protéger nos enfants. C'est l'exception d'une liberté générale. Alexandre Aspinner qu'on n'a pas entendu, et je rappelle que vous êtes en plus délégué spécial en charge du décrochage scolaire, donc parfois avec certains élèves vous devez être confronté à ces cas parfois d'addiction peut-être aux réseaux sociaux, de déconnexion. De façon générale sont confrontés à ce fléau. Enfin, je rappelle quand même
que les réseaux sociaux sont déjà en théorie interdits aux moins de 13 ans. Donc on n'a pas réussi à gérer cela. C'est vrai que le débat, en fait, tout ça n'a pas de sens. Alors, je suis partiellement d'accord avec vous quand vous dites, parce que vous dites, il faudrait que... socialiste. Non, parce que vous dites, il faudrait que l'école supplée en fait à tous ces manquements. Non, pas suppléer. Si, vous dites, il faudrait que les enseignants... les parents font leur rôle. Attendez, c'est pas le rôle de l'école. Non, mais c'est pas le rôle de l'école. Les enseignants font déjà leur travail pour insuffler un esprit critique. On peut pas, en plus des cours de sexualité, des cours de pâte à modeler, on demande maintenant aux enseignants de régler tous les maux de la société. Ça n'est pas possible. Si, vous dites, il faudrait que ce soit en lien avec l'éducation nationale. C'est tout simplement l'outil le plus adapté. Moi, je suis enseignant également et j'enseigne la culture G en enseignement supérieur. J'ai des modules sur les réseaux sociaux, sur l'esprit critique. Donc il faut réguler. C'est cet aspect-là. L'éducation nationale, parce qu'il y a une neutralité. Non, mais je suis d'accord. Prendre un avis auprès des spécialistes comme un psychologue. Je vous rappelle quand même que nous, les enseignants, nous avons pendant des années demandé à ce qu'il y ait moins de numérique à l'école. On n'a jamais été entendus. Je ne sais pas si vous partagez, mais nos élèves ne savent plus écrire. Bien sûr. Ils ont un problème de graphie. On ne peut plus lire leurs copies. Ils ont tous le bac. Ça c'est quand même drôlement bien. Bonjour. Évidemment que les réseaux sociaux c'est un danger, c'est le terreau de tous les dangers pour nos enfants et qu'il faut les protéger. Mais c'est à nouveau pas le bon moyen de le faire. On va entendre un spécialiste qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Dominique. Bonjour à tous les auditeurs et puis bonjour à tous les intervenants sur le plateau. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous êtes psychologue, c'est ça? Et j'imagine que vous... Alors précisément, vous devez voir quand même passer un certain nombre d'ados, d'adolescents. Cette question des réseaux sociaux, est-ce que vous voyez à quel point elles grignotent leur vie? Est-ce que l'âge peut réduire peut-être ce grignotage ou alors ce n'est pas du tout la question? Qu'est-ce que vous nous dites, Dominique? Effectivement, oui, bien sûr, les ados aujourd'hui sont plus que grignotés, ils sont complètement avalés par les réseaux sociaux, qui est un nouveau mode de consommation du temps. Mais pire que ça, il est en train de modifier complètement et en profondeur tout leur système émotionnel. C'est-à-dire que vous n'avez plus, par exemple, regardez un ado qui joue sur un réseau social ou qui joue en ligne ou qui est sur TikTok, etc. Il n'a plus que deux émotions, c'est colère, dégoût. Et c'est assez effrayant parce qu'en fait, ce qui va développer tout votre système émotionnel, c'est justement le partage direct avec le verbal, le non-verbal de votre interlocuteur ami. Et là, vous n'avez plus du tout le non-verbal, c'est-à-dire que vous vous coupez de 90% de la relation et vous avez des jeunes qui sont enfermés en fait dans l'envie d'être comme l'autre visuellement parce qu'ils le regardent, mais ils n'ont plus du tout la notion de relation. J'entendais une des personnes qui disaient ils ne savent plus écrire, mais c'est une catastrophe. Effectivement, il y a plus d'écriture. Enseignante notamment, oui. Voilà, la Suède a complètement retiré tout ce qui était numérique de toutes les classes pour revenir à une éducation qui est une éducation de base, le savoir, le écrire, le lu, le appris, de manière à ce que on donne des armes à notre génération, aux générations. Aujourd'hui, on les a désarmés. Et moi, pour en revenir, on a désarmé des générations avec les réseaux sociaux. Ah mais complètement, et on va le prendre en pleine figure. Mais le plus grave, c'est que je pense que les gens qui ont réfléchi à cette loi interdisant sont des cinquantenaires, et j'imagine pas qu'ils ont interrogé des gamins de 15 ans pour leur dire mais toi si on t'interdit comment tu fais? Parce que les gamins de 15 ans aujourd'hui, mais allez-y, interdisez-leur, vous verrez, ça changera absolument pas leur vie, ils trouveront toutes les parades, ils sont bien meilleurs que nous, bien plus forts, bien plus madrés sur tout ce qui est informatique que ne peuvent l'être aujourd'hui des énarques de 50 ans qui ont réfléchi confortablement. En l'occurrence, en première ligne, il y avait Gabriel Attal qui n'a pas encore 50 ans. Mais peut-être que un vieux dans sa tête. C'est le bon mot, c'est un vieux politicien dans sa tête. Non, mais franchement, je suis inquiet. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette mesure est une mesure pour se donner bonne conscience. Elle n'apportera rien. C'est comme la mesure d'interdire les couteaux aux enfants. On va voir comment ça va se matérialiser, Dominique. L'idée, là, c'est juste la commission qui autorise les États membres à réfléchir à ça. Donc on verra
les... Vous voulez enterrer un problème, créer une commission. Voilà. Là, ça c'est dit. Là, comme c'est la Commission européenne, ça va être difficile de s'en séparer, Dominique, mais je vous remercie. Je suis pas sûr que c'est aussi difficile. Excusez-moi, c'est la grosse commission. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, du côté du Rossignol, qui nous avait appelé au 0826 300 300. C'est quand même intéressant ce que dit Dominique, notamment avec son regard de psychologue, en disant mais en fait le cœur du prologue, en étant expert du sujet, je vois bien à quel point ça vient. Il a dit pas grignoter les émotions, avaler les émotions, c'est-à-dire qu'en fait on les pulvérise à avoir le minimum d'émotions. C'est vraiment un phénomène de débilisation de masse en fonction de comment Mathias Leboeuf. Depuis tout à l'heure, il y a des grands signes de Mathias Leboeuf. Parce que moi je trouve qu'on sur ce sujet on est très binaire et que je crois qu'on ne gagne pas à diaboliser les réseaux sociaux ou à les refouler, c'est-à-dire dire ça n'existe pas, on n'en veut pas, c'est un danger incroyable et il y aura un retour de refoulé. Moi j'ai un fils de 12 ans et demi, et je vois mon gamin qui va chercher des sources d'informations, par exemple sur Perplexity. C'est pas vraiment un réseau social, c'est l'intelligence artificielle. Et je lui apprends à poser des questions, à aller vérifier des sources. Et c'est un outil magnifique. Mais c'est un outil. C'est un outil magnifique. Qu'il faut maîtriser. C'est un outil qu'il faut maîtriser. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer. Absolument. Il faut à la fois réglementer, parce qu'on peut pas être dans le Far West sur les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours très surpris de voir à quel point ces réseaux ont une impunité totale sur ce qu'ils éditent, ça paraît dingue, et puis il faut éduquer. Rémi Gardon. En fait, la solution, elle est sur deux volets. Le volet, effectivement, des parents qui viennent réguler le temps d'écran, avec le temps de connexion sur les réseaux sociaux. Ça, c'est théorique. Et puis aussi de débattre aussi avec eux sur les sujets, prendre du recul sur les vidéos et autres. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement l'État qui doit s'organiser pour former sa génération aux menaces et aux opportunités. Je dis bien les deux. Il y a les menaces et les opportunités des réseaux sociaux. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et donc c'est très simple. En fait, on a les deux volets. Maintenant, faut juste attaquer au sujet. Il y a un volet sur lequel on a moins la main, parce que les parents sont quand même, excusez-moi, ils ont le ah bah oui, ça c'est sûr. Et puis c'est à eux de gérer. Et les parents sont très divers. Et voilà, ils sont très divers. Avec des moyens très divers. Malheureusement, les enfants ne sont pas logés à la même enseigne partout. Et on sait très bien que les enfants fragiles socialement, évidemment, on paieront le prix. Donc c'est très compliqué. Juste sur les réseaux sociaux. Moi, je vois par exemple sur des jeunes qui ont toutes ces maladies invisibles, ces handicaps invisibles. Parfois, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil pour eux. Ah ben bien sûr. Voilà. Donc on peut pas, c'est pas tout blanc tout noir. Je veux dire, il faut un petit peu de mesure. Et parfois du cas par cas. Et du cas par cas. Et je trouve effectivement très intéressant d'entendre des experts sur ces sujets-là, parce comme que Dominique, psychologue, qui nous a Andrea Cotarac, le mot de la fin. Avec Dominique, psychologue. Enfin, je veux dire, je partage tout à fait son analyse. Maintenant, il faut pas non plus tout mettre sur les réseaux sociaux. Si les enfants ne savent pas lire, écrire ou compter, c'est pas que les réseaux sociaux. C'est l'école, c'est les parents. Il ne faut pas non plus généraliser les parents ou les réseaux sociaux. C'est bien plus complexe. C'est pas l'école, c'est le mal qu'on a fait à l'école. C'est bien plus complexe que cela. Donc voilà, c'était juste pour souligner une pointe de subtilité. Mais vous avez aimé les débats, restez encore jusqu'à midi avec nous, parce que c'est l'heure des coups de cœur et des coups de gueule dans quelques instants, des uns des autres. Nous sommes toujours évidemment avec Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, Andrea Cotarac, porte-parole du RN, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, ainsi qu'Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. On revient dans une poignée de secondes. Une poignée. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est toujours en direct sur Sud Radio. Vous savez qu'on ne vous lâche pas de l'été. Dans quelques instants, vous aurez le journal avec les actualités du Tour de France et le camarade Joseph Ruiz. Mais avant ça, c'est le moment des coups de cœur et des coups de gueule, des uns et des autres. Et on va commencer par un coup de cœur pour se mettre en joie, aux joies. Il y a... Et je ne savais même pas que ça existait, mon cher Rémi, la journée citoyenne dans nos communes. Et c'est une belle idée qui prend vie. Vous êtes vraiment notre monsieur bonne nouvelle de la journée. Et ben voilà. Et ben oui, commune de Quérieux dans la Somme, 600 habitants, lance des journées citoyennes de manière régulière chaque année, plusieurs fois dans l'année, où il y a à peu près 100 habitants qui participent. Et là, pour le coup, le 7 septembre prochain, ils vont justement débarrasser, nettoyer l'ancienne boulangerie pour préparer, mettre à disposition pour justement l'entreprise qui va venir faire les travaux pour récupérer une boulangerie demain.
C'est ça qui est beau. Je trouve que l'image est belle. Génial. Et donc c'était mon coup de cœur. Et Jonathan Sanglard, le maire en question, œuvre pour faire le tour du département, pour faire valoir les journées citoyennes dans d'autres communes. Je trouve que ça permet de mettre du commun, un projet à plusieurs, au moment où les comités des fêtes, les associations sont parfois en difficulté en termes de force vive. Je trouvais que c'était important de valoriser par un coup de cœur cette journée citoyenne. C'est vrai, magnifique initiative. Allez, faire vivre les communes comme ça, c'est formidable. C'est formidable. Surtout, je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est totalement à contrario de ce que vous dites, qui est que de plus en plus on a installé des machines automatiques dans les communes, notamment rurales. Donc en fait, vous n'avez plus de boulangerie, vous avez des machines à pain, vous n'avez plus la petite pizzeria, vous avez des machines à pizza. Exactement, c'est épouvantable. Moi, je trouve cette initiative formidable parce que ça redonne justement du sens à l'espace public. Et on est aujourd'hui dans une perte de ce qu'est l'espace public. Et l'espace public, c'est ce qui fonde la République. Et donc, on est vraiment à la racine même de ce qu'est le politique au sens noble du terme. Et ces journées citoyennes, je trouve ça formidable et je trouve que ça devrait effectivement essaimer dans un nombre de communes le plus possible. Partout en France. Les citoyens se réapproprient leur espace. Grâce à Sud Radio, on va diffuser cet élan de journée citoyenne dans nos communes. Beaucoup de connexions. Et finalement, ces journées citoyennes, c'est le vrai réseau social, le réseau social de terrain. Ça, c'est vraiment une parole de philosophie. Ça, c'est bouleversant. André Cotarac, sur ça. Très très rapidement, moi, je suis d'accord aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure en off, et je pense même au-delà de ça que le monde rural est l'avenir de la France. Je pense qu'on a tout à démétropoliser, à soulager les métropoles. On parlait tout à l'heure de canicule, les territoires ruraux sont bien plus résilients. On parlait de bien vivre, de bien manger, de bien s'alimenter. Et je pense que l'avenir de la France, c'est le monde rural, c'est la démétropolisation. Eh ben, on a eu un coup de cœur par l'intermédiaire de Rémi Cardon. Vous avez la parole, mon cher Andrea. Gardez-le pour un coup de gueule cette fois. Chaud, oui, froid. Évidemment, j'ai cherché, mais la France est mon adversaire principal en Europe, disait Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le général Bucard il y a quelques jours. Lors de sa conférence de presse. Exactement. Tous les médias ont enchaîné. La France est-elle une menace pour la Russie? La Russie, véritable menace pour la France. Emmanuel Macron, chef suprême des armées, a lui-même utilisé cette citation comme fondement à son intervention pour le 14 juillet. Il a parlé de la sécurité, il a défini la stratégie de l'armée française. Rien que ça. Oui, mais il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a rappelé le journaliste Merchet, qui a Jean-Dominique Merchet, qui est spécialiste défense à l'opinion, qui a justement fait une petite enquête et qui a dit mais on ne sait pas si Vladimir Poutine a dit ça, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. D'ailleurs, il n'y a aucune source et on n'a pas retrouvé ça. Donc, il a interrogé le chef, en tout cas la centrale, l'état-major des armées françaises, qui est incapable. C'est-à-dire que ceux qui ont lancé cette polémique-là sont incapables de donner une source. Donc moi, mon coup de gueule, c'est le suivant, et c'est très rapide. À l'heure où on doit redonner confiance aux Français sur l'armée, redonner confiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la justice, comment peut-on tolérer de tels mensonges ? Moi, si vous voulez, j'ai toujours combattu les complotistes. Aujourd'hui, avec un tel amateurisme, c'est aujourd'hui que je les comprends le mieux. Rémi Cardon, je voyais plisser les yeux attentivement aux déclarations d'Andrea Cotarac. Effectivement, ça peut poser question parce qu'il n'y a aucune source. Mais j'ajoute à ça aussi, j'ai plutôt l'impression que ça a été organisé, notamment parce qu'ils vont doubler le budget de l'armée jusqu'à 2027. Et puis, deuxièmement, surtout, à quelques heures où on attend notre Premier ministre pour nous parler d'économie, parce qu'il faut préparer les esprits. Il faut financer le budget de l'armée, et donc les Français vont travailler un jour férié. Désolé de faire le en même temps, parallèle, mais en fait, c'est ça. En réalité, on est en plein en même temps. C'est quand même très gênant. C'est très gênant. Non, mais après sur ce que dit Andrea, on peut aussi le voir, même si ça n'enlève pas du tout ce que vous soulevez, l'idée que de toute façon le but c'était de mettre une cible sur la Russie de manière officielle et de dire écoutez, voilà. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pour l'augmentation du budget de la défense, donc il n'y a pas de souci. Mais on le fait avec des sources. Mais attendez, on est sérieux quand même. On est la 7e puissance mondiale, on est la première armée de l'Union européenne, la seule puissance nucléaire. Si on base notre stratégie sur la base d'une fake news, alors même qu'il y a 7 ans, Monsieur Macron a viré le chef d'état-major qui avait défini une stratégie, c'est aujourd'hui qu'il l'a fait. Non, mais franchement, soyons sérieux, quoi. On poursuit dans le coup de gueule parce qu'il y a une énergie là dans ce studio avec vous, Mathias Leboeuf, et vous avez eu l'occasion d'en dire quelques mots durant cette émission. C'est le fameux rapport du Sénat, et on était en direct avec lui sur Sud Radio, justement, Fabien Gay, qui explique. Mon collègue, et qui un collègue de qualité,
comptabilité, qui sort ce chiffre. 211 milliards, c'est l'argent que donnerait l'État aux grandes entreprises. Et oui, puisqu'on a un sénateur autour de cette table, je voulais saluer le Sénat avec ce rapport. 211 milliards, effectivement, c'est le chiffre stratosphérique, j'ai du mal aujourd'hui. C'est le montant total annuel des aides publiques versées aux entreprises par l'État, ce qui fait finalement que les entreprises sont le premier budget de l'État. Pour rappel, l'éducation nationale, c'est 64 milliards, la défense, 54 milliards. Et là, on est à 211 milliards. Alors, via plus de 2000 dispositifs, il y a beaucoup de niches fiscales à 80%, il y a 20% d'aides directes. Mais quand même, et il y a une chose qui est assez choquante aussi, c'est que sur ces aides, il y a 42% qui vont aux grandes entreprises. Alors qu'on aide les petites entreprises qui sont peut-être en difficulté, qui aient des dispositifs de défiscalisation, de crédit impôt ou de choses comme ça, bien évidemment c'est compréhensible. Je dis pas qu'il faut supprimer les aides aux entreprises, mais on est quand même sur un chiffre qui est encore une fois énorme. Je le rappelais tout à l'heure, le déficit budgétaire de la France sur l'année 2025, c'est 139 milliards d'euros. Donc quand on nous explique que les Français doivent se serrer la ceinture, ou quand on nous explique que les Français doivent travailler plus longtemps parce qu'il n'y a plus d'argent et que les caisses de retraite sont déficitaires. Le déficit des caisses de retraite, 6 milliards d'euros. On pourrait peut-être regarder sur ces dépenses, 211 milliards, on peut peut-être... Que dit le sénateur en un mot sur ce coup de gueule? Écoutez, déjà c'était une très bonne commission d'enquête et merci de faire ce coup de gueule là-dessus parce que en réalité je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis surtout rappeler que cette commission d'enquête elle a été faite avec des personnalités avec tous les grands patrons, tous les anciens ministres de l'économie en puissance. La conclusion elle est quand même très simple, c'est qu'on a redécouvert le chemin du Sénat. Faire de l'optimisation dans ces aides. Exactement. C'est-à-dire flécher les aides aux bonnes personnes et au bon endroit. Et ça sera le mot de la fin. Bravo au Sénat d'avoir fait ça. Finir sur un coup de cœur, et ça ce sera le talent d'Alexandra Spinner, c'est le pourvoi en cassation de Brigitte Macron. Oui, alors c'est un coup de cœur qui peut vous surprendre, parce qu'il est pour la famille Macron. Vous le savez, je me prive pas de dire du mal de la politique de Macron. Mais là c'est différent, justement. Je critique, un peu de surprise. Et à laquelle je m'oppose, mais aujourd'hui je voudrais vraiment apporter mon soutien à cette famille. Donc Brigitte Macron et son frère ont décidé de se pourvoir en cassation après la relaxe de ceux qui colportent des rumeurs et des calomnies immonde concernant l'épouse du président de la République. Donc Madame Macron et sa famille, je trouve, ont raison de se battre, de ne pas laisser passer ce harcèlement odieux. Je le comprends d'abord en tant que femme, parce que mettre en cause l'intimité, l'identité de quelqu'un pour nuire à son mari, c'est pas de la politique. Je crois qu'on est tous d'accord ici. C'est déverser les égouts sur la place publique. Je le comprends également en tant que mère, parce que imaginez l'insinuation odieuse que cela constitue pour ces enfants. On remet en cause leur identité, leur filiation, leur famille. Tout ne doit pas être permis en politique. On a tendance à l'oublier, surtout caché derrière son écran. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est une liberté, mais aussi une responsabilité. Et on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. La calomnie, ce n'est pas de la politique. La rumeur, ce ne sont pas des faits. Et je trouve qu'elle mène un combat courageux, parce que la politique, c'est qu'il faut le mener. Et qu'il faut le mener, qu'il faut la soutenir. En laissant la boue devenir le moyen de faire de la politique, on salit la démocratie et la manière générale dont on construit la société. Le mot de la fin, encourageant et coup de cœur d'Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Merci aussi bien sûr aux hommes de ce studio, Rémi Cardon, sénateur PS de la Somme, Andrea Cotarac, porte-parole du RN, et Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Dans quelques instants, le Flash Info, la météo et les nouvelles du Tour de France par le camarade Joseph Ruiz. A tout de suite, vous êtes bien sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.